Alors, solution de la partie B de l'exercice 1 de la série 2. Alors, dans la partie B, on suppose que les épaisseurs des deux conducteurs cylindriques sont négligeables et on vous demande d'étudier, dans ce cas-là, la discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique, dans la première question. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer le flux à travers la surface comprise entre les deux cylindres coaxiaux, c'est-à-dire ici, il faut calculer le flux, de déduire le coefficient d'auto-induction par unité de longueur de cette structure. Et dans la dernière question, on vous demande de déterminer l'énergie magnétique localisée dans la région comprise entre les deux cylindres, ici, et de vérifier la relation précédente du coefficient d'auto-induction à partir de l'énergie magnétique qui est égale à 1,5 de Li au carré. Alors, nous allons répondre à la question petit a. Alors, pour cette question petit a, nous allons refaire donc le schéma. Ici, nous avons le schéma des deux cylindres pour lesquels nous avons négligé l'épaisseur. Voilà, en vert le cylindre intérieur, en rouge le cylindre extérieur. Le cylindre intérieur est parcouru par un courant d'intensité I dirigé vers le haut et le cylindre extérieur est parcouru par un courant de même intensité mais dirigé vers le bas. Dans ce cas-là, les expressions du champ magnétique sont les suivantes. À l'intérieur du cylindre, ici, cylindre 1, il n'y a pas de courant qui passe. Toute la densité de courant, plutôt l'intensité de courant, elle est en surface, donc à l'intérieur, il n'y a pas de courant. Et le théorème d'Ampère, donc, va nous donner un champ magnétique est égal à 0 pour petit r inférieur à R1, ici. Pour les points qui se trouvent entre R1 et R2, dans cet espace, le champ magnétique va être égal à B de R égale mu0 I sur 2pi petit r. On obtient ceci en appliquant le théorème d'Ampère, donc sur un contour fermé qui est un cercle, et ce cercle va enlacer le courant ici interne d'intensité grand I. Donc, circulation de B dl sur le contour fermé de périmètre 2pi r, où R, c'est le module de rayon vecteur OM, on calcule le champ, est égal à mu0 I, et on trouve le champ magnétique dans l'espace entre les deux cylindres, pour R compris entre R1 et R2. Et à l'extérieur de R2, lorsqu'on applique le théorème d'Ampère à l'extérieur de R2, circulation de BdL sur un contour fermé pour R supérieur à R2 égale mu0 sigma des courants enlacés. Et la somme des courants enlacés par le contour fermé, c'est l'intensité du courant I plus moins I, puisqu'ils sont de même valeur absolue et algébriquement opposés. Donc, la somme de ces courants est égale à 0. Donc, à l'extérieur, pour R supérieur à R2, B est égal à 0. Et le champ magnétique B, il est orthoradial, donc il est porté par Eθ, il ne dépend que de R entre les deux cylindres. Alors, la première question nous demande d'établir la relation de discontinuité ici présente. B2 moins B1 égale mu0 JS vectoriel N12. Avec B2, c'est la valeur du champ magnétique sur la surface 2 et B1 sur la surface 1. Alors, la surface 2, c'est la surface à droite ici, par exemple pour le conducteur vert. Le 2, c'est le côté à droite de R égale R1. Et la surface 1, c'est à gauche de R égale R1. Pour le conducteur 2, c'est en rouge. B2, ça va être à droite de R égale R2 et B1 va être à gauche de R égale R2. Donc, on va faire le calcul B2 moins B1 pour
pour R égale R1, c'est-à-dire pour B2, c'est BR1 plus, moins B1, B1 c'est BR1 moins, et calculer cette discontinuité à la traversée de cette surface. Et on fera de même pour le conducteur 2. Alors, nous allons établir cette relation. Pour cela, calculons justement BR1 plus moins BR1 moins. À partir des valeurs du champ magnétique, des expressions du champ magnétique ici, BR1 plus, ça va être mu0 sur 2pi, mu0 i sur 2pi R1, et BR1 moins, ça va être 0. Donc, lorsque je fais B2 moins B1, ça va être mu0i sur 2pi R1. À ce niveau-là, lorsque je fais ce passage. Alors, quand je fais ce calcul, voilà, quand je fais ce calcul-là, donc B en R égale R1 plus moins B en R égale R1 moins, ça va être égal à mu0i sur 2pi R1. L'intensité de courant I ici est égale en fait à l'intégrale de JS1 scalaire NdL, où JS1 c'est la densité, ou plutôt le vecteur densité surfacique de courant pour le conducteur 1, et qui est orienté selon EZ. C'est égal à JS1, s'il y a un qui manque, EZ. N, c'est le vecteur unitaire perpendiculaire à DL. DL est porté par Eθ. Et N, il est donc porté par EZ parce qu'il est parallèle à la surface de courant. Donc, quand je fais le calcul de ce produit scalaire ici, l'intensité du courant I, ça va être égal à l'intégrale de 0 à 2pi R1, JS1, c'est le module de JS1 vecteur, dl. Alors, les deux sont portés par EZ, donc c'est JS1 dl. JS1 étant uniforme, je le sors de mon intégrale, il me reste JS1 intégrale de 0 à 2pi R1 dl, qui est égal à 2pi R1. Donc, l'intensité de courant I, ça va être égal à 2pi R1 JS1, à partir de laquelle je déduis l'expression de la densité de courant surfacique sur le conducteur 1. JS1 égale I sur 2pi R1. Alors, je remplace ceci dans l'expression de la différence de B en R1 plus et en R1 moins. Donc ça, c'est égal à mu0 I sur 2pi R1. Je remplace I sur 2pi R1 par JS1. Par ailleurs, le champ magnétique B étant orthoradial, il ne dépend que de R et il est porté par Eθ. Donc, l'écriture vectorielle de cette relation, ici, de discontinuité, va être la suivante. Vecteur B en R1 plus moins vecteur B en R1 moins est égal à mu0 JS1 Eθ, parce que les champs ici ne dépendent que de Eθ, ils sont portés par Eθ. Par ailleurs, Eθ n'est rien d'autre que EZ vectoriel ER, donc que j'aurais écrit à droite. Donc, c'est égal à mu0 JS1 EZ vectoriel ER. Et ici, dans cette écriture-là, je vois que JS1 EZ n'est rien d'autre que le vecteur densité de courant JS1, qui est porté par EZ, et ER, c'est le vecteur N12, le vecteur de passage de la surface 1 interne du conducteur 1 à la surface 2 à droite du conducteur 1, c'est N12. Et N12 est égal en fait à ER. Donc, je retrouve l'écriture de la relation de discontinuité B2 moins B1
à la traversée de la surface du conducteur intérieur, B2 moins B1 égale mu0 JS1 vectoriel N12, où JS1 est la densité de courant surfacique sur la surface de ce conducteur. Donc, c'est la relation de passage de discontinuité pour R égale R1 sur la surface S1 du conducteur. Alors, de la même manière, on peut établir cette relation de discontinuité pour le câble 2 en R égale R2. Donc, nous allons calculer la différence B en R2 plus moins B en R2 moins. Alors, R2 plus, c'est à l'extérieur de la structure coaxiale, c'est 0, il n'y a pas de champ magnétique. Et R2 moins, c'est dans l'espace entre les deux conducteurs 1 et 2. Donc, c'est mu0i sur 2pi R2. On procédait de la même manière, expliciter l'expression de I, ou bien de moins I, parce que dans le conducteur 2, le courant, il est en sens opposé de l'axe OZ. Donc, en valeur algébrique, c'est moins I. Donc, moins I, c'est égal à l'intégrale de JS2, le vecteur densité de courant surfacique sur le conducteur 2, scalaire NdL. Alors, je rappelle que le vecteur densité de courant surfacique ici, c'est égal à moins JS2 EZ et dl, ici NdL, c'est donc N est égal à EZ, donc moins JS2 EZ scalaire EZ dl, donc j'obtiens moins JS2 dl, moins EZ scalaire EZ, ça fait moins 1, JS2 dl. Donc ce moins avec ce moins peuvent se simplifier et on peut écrire I égale JS2 intégrale de dl compris entre 0 et 2pi R2, ou bien JS2 2pi R2. À partir de cette égalité, je déduis l'expression du module du vecteur densité de courant JS2 qui va être égal à I sur 2pi R2. Donc, le I sur 2pi R2 dans cette relation ici, je le remplace par JS2 et j'obtiens finalement BR2 plus B en R égale R2 plus moins, pardon, je suis descendu plus bas, B en R égale R2 plus moins B en R égale R2 moins, égale moins, le moins qui est ici, égale moins mu0 JS2. I sur 2pi R2 égale JS2. Donc, et en écrivant cette discontinuité sous forme vectorielle, sachant que le champ magnétique B est porté par Eθ, j'obtiens B en R égale R2 plus moins vecteur B en R égale R2 moins égale moins mu0 JS2 Eθ. Et Eθ, ce n'est rien d'autre que EZ scalaire ER. Et je remplace donc ici le moins JS2 EZ, c'est vecteur JS2, parce qu'il est porté par moins EZ. Alors là, il y a un vecteur en plus, là, il faut l'enlever. Vectoriel ER, et ER, ce n'est rien d'autre que N12, c'est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface de courant et orienté de la surface interne 1 du conducteur 2 vers la surface externe 2 du conducteur 2. Donc, je retrouve la relation de passage de discontinuité en R égale R2 pour le champ magnétique à la traversée de cette surface de courant. Alors, cette discontinuité est illustrée ici par la variation de l'expression de B en fonction de R. Donc, pour R inférieur à R1, ici, le champ magnétique est nul. En R1, à gauche, le champ magnétique vaut 0 et à droite, il vaut mu0i sur 2pi R1.
c'est-à-dire dans l'espace entre les deux conducteurs. Donc ici, nous avons cette discontinuité à la traversée de la surface du conducteur 1 parcouru par la densité de courant JS1. Ensuite, entre les deux conducteurs, le champ magnétique évolue en 1 sur R, petit r, mu0 I sur 2 pi R. Et en R2 moins, nous avons le champ magnétique qui vaut mu0 I sur 2 pi R2. Et en R2+, à l'extérieur de la structure, où il y a la somme des courants est égale à 0, le champ magnétique est égal à 0. Donc, on voit la discontinuité en R égale R2. Alors, maintenant, nous allons passer à la solution de la question 2, plutôt de la question B, concernant le calcul du flux. Donc, on nous demande de calculer le flux dans l'espace entre les deux cylindres, de rayon R1 et R2, lorsque les épaisseurs sont négligeables. Alors, pour ce calcul, nous allons considérer une longueur L finie du câble pour faire le calcul. Et nous allons considérer à l'intérieur de cet espace une surface ds de longueur L et de largeur dr. Donc, la surface, c'est L fois dr. Cette surface ds, elle est orientée vers l'extérieur et elle est orientée selon Eθ. Donc, ds va être égal, vecteur ds orienté, c'est égal à ds Eθ. Et le flux élémentaire dφ qui traverse cette surface élémentaire ds, ça va être égal, le flux du champ magnétique, ça va être égal B scalaire ds. Et pour calculer le flux total à travers cet espace entre les deux cylindres, il faut donc intégrer cette écriture-là pour passer au flux total. Alors, phi c'est égal à double intégrale BDS, sachant que ds, comme j'ai dit, c'est égal à L dr. Donc, je remplace ici, bon, B il est déjà porté par Eθ, c'est un champ orthoradial porté par Bθ, égale BR Eθ, ds égale ds Eθ. Donc, lorsque j'effectue le produit scalaire Eθ égale 1, c'est B, module de B ds. Module de B dépend de R, et je vais avoir ds égale L dr, donc le L, je peux le sortir, et je vais avoir l'intégrale de R1 à R2, B de R dr. B de R à l'intérieur de l'espace ici, c'est égal à mu0 I sur 2 pi R. Donc, je peux écrire mu0 I, petit l, sur 2 pi dr sur R, entre R1 et R2. L'intégrale entre R1 et R2. Et cette intégrale-là, c'est égal à logarithme népérien de R2 sur R1. Donc, finalement, le flux, c'est égal à mu0 I sur 2 pi, petit l, logarithme népérien de R2 sur R1. Et à partir de cette égalité-là, je déduis le coefficient d'auto-induction, grand L. L, grand L, égale phi sur I. Et l'expression de ce coefficient d'auto-induction, ça va être égal donc à mu0 I sur 2 pi, mu0 sur 2 pi, L, logarithme népérien de R2 sur R1. À partir de ce coefficient d'auto-induction, je peux déduire le coefficient d'auto-induction par unité de longueur. Pour cela, je divise par petit l qui est là. Et j'obtiens le coefficient d'auto-induction par unité de longueur qui est L, ici, cursive, c'est égal à grand L sur petit l. Ça va être égal à mu0 sur 2 pi, logarithme népérien de R2 sur R1. Alors, dans la question suivante, on nous demande de retrouver ce coefficient d'auto-induction par unité de longueur en utilisant l'énergie emmagasinée dans l'espace où règne le champ magnétique, c'est-à-dire ici, entre les deux cylindres, dans tout l'espace où règne le champ magnétique. Alors, vous avez vu en cours que là où il y a un champ magnétique, il y a une densité d'énergie magnétique. Cette densité d'énergie magnétique est égale à B carré sur 2 mu0. Donc, l'énergie emmagasinée dans l'espace où règne le champ, ça va être Wm égale 1 sur 2 mu0, une constante, je la sors de l'intégrale, et j'intègre sur le volume où
se trouve le champ magnétique B, B carré, donc ici, sur tout l'espace où on a le champ magnétique. Dans le cas présent, cet espace, c'est le volume entre les deux cylindres de longueur L. Alors, je suis en coordonnées cylindriques. L'élément de volume d'étau ici, dans cette intégrale volumique, ça va être égal en coordonnées cylindriques R, dr, dθ, dz. Donc, Wm, c'est égal à 1 sur 2 mu 0. Alors, j'intègre sur θ entre 0 et 2π. Pour R, c'est entre R1 et R2. Et pour Z, c'est entre 0 et L. Donc, parce que je considère une longueur petit l de mon câble coaxial. Alors, je remplace B par son expression, mu0i sur 2πr. Et voilà. Donc, je dois calculer ces intégrales. Alors, quand je fais mon calcul, bien sûr, je retrouve encore une fois ici R sur R carré. Donc, je vais avoir dr sur R. Et je vais obtenir l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans l'espace entre les deux conducteurs cylindriques. Wm, ça va être égal à mu0 sur 4π, I carré, L, la longueur considérée, logarithme népérien de R2 sur R1. Cette énergie magnétique qui s'écrit aussi égale 1 demi de Li au carré, où L, c'est le coefficient d'auto-induction. Alors, à partir de cette égalité-là, je peux déduire l'expression de grand L, puis ensuite, qui est le coefficient d'auto-induction, puis ensuite passer au coefficient d'auto-induction par unité de longueur, auto-induction par unité de longueur, qui est égal à mu0 sur 2π, logarithme népérien de R2 sur R1. Cette expression-là, qui n'est rien d'autre que l'expression que nous avons obtenue avec le calcul du flux. Donc, on retrouve bien la même expression de coefficient d'auto-induction par unité de longueur avec les deux méthodes, que ce soit avec la méthode du flux ou avec l'énergie emmagasinée à l'intérieur de l'espace entre les deux cylindres intérieurs et extérieurs.